Oryx Islam. Islam, esprit et pratique. Une émission de Younes Yabi, présentée en compagnie de Dr Shawqi Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Dr Shawqi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Younes. Bonjour. Alors donc j'ai bien retenu, il s'agit de l'Empire ottoman. Aujourd'hui on va parler de l'Empire ottoman et les influences, c'est-à-dire les effets, la propagation, l'extension, on va dire, politique, géographique, islamique peut-être, de l'Empire ottoman. Vous reprenez s'il vous plaît à partir de la dernière séquence que vous avez abordée la dernière fois, l'Empire ottoman. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire exactement ? Donc effectivement, on a dit que l'Empire ottoman, à un moment donné, il s'est considérablement affaibli face aux puissances occidentales, modernes. Et cela allait représenter un vrai défi. Et les autorités ottomanes ont compris qu'il fallait se mettre à jour face à toutes ces évolutions qu'a ramené la modernité. Et donc il y a eu une période de réforme qui a duré des décennies, qui s'appelle les réformes ottomanes, au Tanzimat. Ouais. C'est les réformes ottomanes. Ouais. En vérité, ici, l'objectif, c'était que le califat, l'Empire ottoman se fortifie, se renforce. Et notamment, l'enjeu ici, c'était de centraliser davantage le pouvoir de l'Empire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'Empire ottoman, il y avait des musulmans, mais il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait plusieurs confessions. Oui. Et il y avait... Les Cherkes, surtout, la grande armée de l'Empire ottoman, c'était pas des Ottomans, c'était pas des musulmans forcément. Tout à fait. Ouais. Et donc, il y avait ce qui était appelé à l'époque Nizam al-Millah. Ouais. C'est un ordre qui permet à chaque confession de juger selon ses propres lois, selon le Coran ou bien selon le christianisme ou le judaïsme, etc. Ouais. Et donc, il y avait effectivement toutes ces communautés qui vivaient sous l'ombre de l'Empire ottoman, mais il y avait donc une volonté de centraliser les choses et de s'inspirer du modèle occidental, du modèle parlementaire, législatif, politique occidental. Et donc, les changements qui ont été faits, notamment, c'était on allait mettre en place un parlement ottoman qui va légiférer. Donc là, c'est tout à fait, c'est tout à fait inédit. Ouais. Et on va mettre des tribunaux qui vont être des tribunaux qui vont réunir tout le monde. C'est plus seulement les tribunaux spécifiques à chaque communauté, mais c'est des tribunaux de l'État. Tribunaux centraux, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Un tribunal central, c'est un tribunal qui juge tout. Tout ce qui se passe dans le pays, toutes les plaintes qui arrivent, tous les cas de litige qui arrivent. Voilà, donc en tout cas, on va s'inspirer du modèle occidental pour se moderniser et pour pouvoir se renforcer et renforcer son pouvoir et centraliser son pouvoir. C'est autour de quel... C'est au 19e siècle. Donc là, on parle de 1860, 1870. D'accord. Donc ici, ça a posé tout un nombre de problèmes et tout un nombre de défis parce qu'avant, c'est inédit parce qu'avant, il y avait le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mm-hmm. Et les religieux avaient l'autorité législative. Oui. Et là, ça allait changer. Il y avait le Parlement, alors que là, donc l'autorité législative n'était plus entre les mains des savants. Non, les juges aussi, ouais. Et donc la juridiction n'allait plus être entre les mains des savants aussi. Et donc c'était un grand bouleversement. Donc il fallait aussi, au niveau de la loi, être en phase avec les nouvelles réalités, avec ce nouveau contact avec l'Occident, les nouvelles transactions, le commerce international, etc. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Ottomans en tant que tentative justement de réformer le fiqh, réformer la jurisprudence musulmane? Ils ont essayé de mettre en place une codification du fiqh hanafi, parce que les Ottomans, c'était des Turcs, donc en tout cas le pouvoir ottoman, c'était des Turcs. Bien sûr. Et donc c'est l'école hanafi qui était en vigueur. Et donc on allait essayer de codifier le fiqh hanafi pour que les juges, qui ne sont pas forcément des savants et des spécialistes en islam, puissent se référer au fiqh hanafi dans les tribunaux, dans les nouveaux tribunaux.
Parce que, vous savez, quand vous prenez le fiqh aujourd'hui, il faut être spécialiste pour pouvoir Absolument. consulter ces livres. Bien sûr. Il y a des divergences, il y a des règles de méthodologique, Oui, il y a des débats, il y a des textes, de la révélation, etc., etc. Donc ici, c'était pas un juge, disons un juge laïque, entre parenthèses, qui n'était pas spécialisé dans les sciences religieuses, il pouvait rien faire avec un livre de fiqh. Donc il fallait codifier en tout cas, c'était une tentative de codifier le fiqh hanafite pour pouvoir pour pouvoir moderniser, entre parenthèses, moderniser le fiqh. Établir des lois, quoi. Voilà, codifier. La tentative, c'est codifier en vue d'établir des lois pour pouvoir, qui seraient applicables pour tout le monde. Pour pouvoir appréhender donc la réalité concrète qui évolue et les nouvelles circonstances. Maintenant, il s'est très vite avéré que cette tentative a échoué parce que le fiqh hanafi, déjà, seul, il ne pouvait pas appréhender ces questions. Il ne pouvait pas tout appréhender. Ces nouvelles questions. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'idée, donc il y a eu déjà dans certains pays qui étaient sous l'autorité des Ottomans, ils ont tout simplement substitué ça s'appelle Majallat al-Ahkam al-Adliya, donc cette codification du fiqh. Ils ont substitué ça par des lois positives. Ils ont tout simplement substitué le fiqh par des lois positives, donc des lois importées d'Europe, etc. D'autres pays ont essayé de compléter en fait le manque, pas en introduisant effectivement des lois qui viennent de pays européens, etc. D'autres ont eu une autre idée. C'était l'idée de talfiq. C'est l'idée de combiner entre plusieurs écoles juridiques. Attention, talfiq, dans le sens de talfiq, c'est pas très positif. Non, dans le fiqh, talfiq, ça veut dire d'avoir la possibilité de se fier à plusieurs écoles. C'est-à-dire que je prends de l'école malikite. Oui. Et si dans l'école malikite, cette opinion ne convient pas à cette réalité d'aujourd'hui, eh bien, je vais emprunter l'opinion de l'imam d'une autre école. Maintenant, en fait, ça, c'est inédit. Parce que dans l'histoire, c'était une aberration. Dans l'histoire, si tu suivais une école, eh bien, tu pouvais pas suivre une autre. C'est une aberration de suivre plusieurs écoles. Parce que celui qui suit une école, il est tenu de suivre son école et de ne pas en sortir. Maintenant, ça, c'est inédit, cette idée. Mais c'est effectivement ce changement de la réalité qui a poussé effectivement les savants à faire cette réflexion-là. Et c'est de cette idée-là que sont nés les conseils du fiqh, le majama' al-fiqhiyya. Oui, donc les conseils du fatwa qui existent aujourd'hui encore, sont nés de cette idée-là. Et petit à petit, en vérité, le fiqh madhabi, donc le fiqh doctrinal, en vérité, le fiqh doctrinal a disparu. Donc il n'y a aujourd'hui concrètement ces écoles ou bien ces conseils de fatwa, ces conseils de fiqh aujourd'hui, il n'y a aucun conseil qui suit une école particulière. Donc ça veut dire que la tradition de suivre une école a petit à petit disparu. Oui, on cherche les éléments qui correspondent à ce qu'on veut établir comme loi. Donc aujourd'hui ces conseils de fiqh ne suivent plus, il n'y a aucun conseil de fiqh qui suit une école particulière. Ils suivent plusieurs écoles, ou bien ils vont même en dehors, aucune d'entre elles, ou bien même ils vont statuer sur des questions sans suivre aucune école. Par exemple, aujourd'hui, quand on va parler de la transplantation d'organes, il n'y a pas d'opinion malikite ou shafi'ite ou hanbalite sur la question. Donc on ne peut pas suivre une école. Et donc il faut effectivement revoir notre dispositif méthodologique. Et dans les écoles, il n'y a pas forcément le dispositif méthodologique de l'école n'est pas forcément adapté pour s'adresser à des questions contemporaines. Mais c'est pas tout. Parmi les réformes ottomanes aussi, il y a eu la réforme de l'éducation, qui était donc il y avait à l'époque l'éducation classique, donc l'éducation traditionnelle, les Kuttab, les l'apprentissage du Coran, les madrasas, les règles de Nahw et Sarf à partir du Coran. Voilà, et aussi l'éducation classique traditionnelle des sciences islamiques, etc. Maintenant, on est confronté à l'Occident avec beaucoup de nouvelles disciplines, un système éducatif nouveau. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'ont fait les réformateurs ottomans ?
Et entre parenthèses, c'est des réformateurs laïcs d'ailleurs qui n'étaient pas du tout des religieux et qui ne connaissaient pas grand-chose. Qui n'étaient peut-être pas des musulmans. De la religion. Non, c'était des musulmans, mais qui ont étudié surtout en Occident. Ouais. Et donc, qui sont revenus pour justement réformer l'Empire ottoman selon ce nouveau paradigme. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé l'éducation traditionnelle comme telle, sans la toucher, sans la réformer, et ils ont instauré l'éducation moderne. Donc, les écoles. Voilà, les sciences. L'enseignement des sciences. L'enseignement des sciences modernes, des savoirs modernes. Et donc, qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé en fait une éducation parallèle. Ouais. Donc, il y a l'éducation religieuse. Une formation parallèle. Voilà. Qui va aboutir à des générations parallèles, voilà. à des sociétés parallèles. Et selon plusieurs auteurs, ici je fais référence par exemple à Fadl al-Rahman, qui dit que ça a créé une schizophrénie au sein même de la communauté musulmane. Parce qu'on a d'un côté les laïcs qui sont formés selon donc, cette éducation moderne, et on a de l'autre côté les religieux ou bien les traditionnalistes qui sont restés sur une éducation classique et les deux ont évolué en parallèle sans aucune interaction et sans aucune complémentarité. Et qui a, selon Abdelrahman, qui a créé un schisme, une schizophrénie. Et les élites étaient surtout ceux qui ont bénéficié de cette éducation moderne, et les autres, le peuple, c'est ceux qui ont continué d'avoir cette éducation classique. Donc tout ça, tout ce que je viens de dresser ici comme portrait, va après cela venir se compléter avec d'autres éléments qui vont encore plus poser la question de la pertinence de la religion dans la modernité et encore plus dévoiler la crise de la pensée musulmane. Donc après cela, il y aura la chute de l'Empire ottoman. Il y aura la chute de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, pardon. Oui. Il y aura la colonisation. Bien, ça a commencé avant, mais là, ça va s'accentuer. La colonisation de quasiment tous les pays musulmans par l'Occident. Le partage du monde. Quoi. Voilà. Ouais. Et après cela, il y aura la décolonisation, mais l'indépendance, mais aussi la division des pays, donc des pays musulmans en pays, État moderne, en fait. En État-nation. C'est-à-dire le corps des pays musulmans a été déchiqueté. Voilà, en État-nation. L'instauration des frontières. Tout à fait. Et donc tout cela, ça va bouleverser les choses de manière radicale. Des bouleversements intellectuels, scientifiques, politiques, sociaux, économiques. Avant, donc désormais, le religieux n'aura plus une grande place dans la société. Avant, comme j'ai dit, il y avait les politiques et il y avait les religieux. Oui. Là, il y aura dans la société beaucoup d'acteurs. Il y aura donc les politiques, il y aura les sociologues, il y aura les psychologues, il y aura les économistes, il y aura etc., etc. Donc il y a tous ces acteurs qui vont venir donc diriger la société. Et le rôle du religieux va se marginaliser. Ouais. Et devant tout cela, eh bien, la pensée musulmane donc était exprimer une crise très profonde. Et il fallait répondre, il fallait réagir. Quelle est désormais la place de la religion dans cette nouvelle réalité, dans la modernité? A-t-elle une place? Et la question s'est posée. Comme je vous rappelle ce qu'avait dit Ibn Ashur quand il a dit qu'avant, la rupture de l'ijtihad, c'était un problème d'ordre intellectuel, mais pas un problème d'ordre social. Et après, il a dit Ibn Ashur, dans la modernité, c'est devenu un problème, une déficience sociale. Et c'est le cas. Parce que le fait qu'on n'a plus accès au texte pour en déduire une méthodologie de manière continue pour pouvoir appréhender notre réalité et être en phase avec notre réalité et évoluer avec son évolution, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un patrimoine qui, en vérité, n'est plus opérant dans la nouvelle réalité et un dispositif méthodologique et intellectuel qui, en vérité, ne correspond pas à cette nouvelle réalité. Donc cet arrêt de l'ijtihad aujourd'hui allait représenter une déficience sociale parce que la question de la pertinence de la religion dans les sociétés modernes s'est posée et se pose. Et d'ailleurs, il y a toute une frange, tout un segment de la société musulmane qui a dit qu'en vérité, la religion s'est dépassée et que la solution pour les musulmans de sortir de leur crise
et de leur état arriéré, c'était tout simplement de suivre le modèle occidental, le modèle occidental, et de laisser de côté qu'a fait le modèle occidental, c'est-à-dire il a écarté l'Église, écarté la religion. Il fallait suivre le même. Il a instauré même des systèmes politiques laïques. Voilà. Pour la plupart, quoi, la quasi-majorité, quoi. Donc, et puis laisser la religion pour ceux qui veulent le faire. Tout à fait. Donc il fallait suivre le même schéma. Ouais. Selon une frange, selon un segment de la société musulmane, c'est des intellectuels qui seront appelés plus tard les modernistes musulmans. Un phénomène qui a commencé avec Taha Hussein en Égypte, etc. Taha Hussein, oui. Oui. Donc, d'autres réformistes, on peut dire ça a commencé quelque part avec Jamal Din Avrani, le Kawakibi, Khayruddin al-Tunisi, Mohamed Rashid Rida, Ahmed Khan, etc., etc. Eh bien, ils ont dit, mais il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour faire en sorte que on puisse réinscrire la religion dans la modernité, pour que la religion puisse avoir sa place dans la modernité. Réinscrire la religion dans la modernité. Quel beau titre pour l'émission de la semaine prochaine. Réinscrire la religion, Dr Chawki, dans la modernité. Merci, docteur, pour ce très beau titre que vous nous annoncez pour la semaine prochaine. Donc, vous avez bien compris tous que l'émission prend fin, notre émission d'aujourd'hui prend fin ici. Merci de votre attention. Merci, Dr Chawki. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même lieu, en compagnie de Dr Chawki, pour parler de la religion, comment on va réinstaller la religion dans la modernité. Restez sur Oryx FM. Au revoir. Oryx Islam. L'islam, esprit et pratique.